Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale. Le président de l'Assemblée nationale a présidé la troisième séance publique de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où Israël attaque 2 hôpitaux. Au moins 7 morts parmi les victimes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a présidé aujourd'hui la troisième séance publique de la deuxième session ordinaire en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement. Leur aussi avec Ferdous Hussein. En ce lundi 30 décembre, Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a présidé la troisième séance publique de la deuxième session ordinaire en présence de M. Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre, des parlementaires, des membres du gouvernement. Cette séance plénière a été consacrée à l'examen de 4 projets de textes législatifs. Le projet de loi numéro 135 de l'année 2024, 9e législature, portant ratification de la Convention numéro 181 relative aux agences d'emploi privées. Projet de loi numéro 138 de l'année 2024, 9e législature, portant ratification de l'accord sur la zone de libre-échange tripartite. Projet de loi de finances numéro 150 de l'année 2024, 9e législature, portant sur le budget initial de l'État pour l'exercice de l'année 2025. Projet de loi numéro 151 de l'année 2024, 9e législature, portant ratification d'un accord de prix additionnel pour le projet d'amélioration des bidonvilles et de développement urbain intégré à Boulaouz. En cette période de session budgétaire, les parlementaires, dans l'exercice de leur mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, ont interrogé les membres du gouvernement sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour et plus particulièrement sur le projet de loi de finances fixant le budget initial de l'État pour l'exercice de l'année 2025, à savoir les grandes orientations budgétaires, les priorités de financement, les politiques publiques envisagées, ainsi que le mécanisme de mise en œuvre et d'évaluation. En réponse, les membres du gouvernement ont apporté des explications détaillées, précises, ainsi que le choix stratégique inscrit dans le projet de loi de finances. Le ministre du Budget, en particulier en répondant aux interrogations des élus, en fournissant des informations techniques sur les prévisions économiques, la répartition des dépenses et les objectifs fiscaux pour l'année à venir. À l'issue des débats, les projets de loi inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'esprit de partenariat renforcé qui continue de prévaloir entre l'exécutif et le Parlement. À l'approche de la nouvelle année, M. Dileta Mohamed Dileta a exprimé ses vœux les plus chaleureux au président de la République Ismaël Omar Guelleh, à la première dame Mme Khadra Mahmoud Haïd, président de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ainsi qu'au peuple djiboutien en entier. Il a souhaité que l'année à venir soit porteuse de paix, de progrès, de prospérité au peuple djiboutien. Et comme je vous le disais, les parlementaires, dans l'exercice de leur mission et de contrôle de l'action gouvernementale d'évaluation des politiques publiques, ont interrogé les membres du gouvernement sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour. En réponse aux questions soulevées par les parlementaires au cours de la séance publique, plusieurs membres du gouvernement sont intervenus pour apporter des éclaircissements. Écoutons-les. Monsieur le ministre, les Djiboutiennes et les Djiboutiens attendent le budget 2025 puissent répondre à leurs préoccupations. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer une seule mesure qui donnera satisfaction à leurs attentes? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question est, toujours dans ce budget 2025, quelles sont les perspectives d'avenir auxquelles vous vous êtes fixés dans ce projet de budget 2025. Au député Abdelrahman, par rapport à la mesure fiscale qui concerne l'environnement, vous le savez autant que moi, c'est devenu un serpent de mer.
la sauvegarde de l'environnement. Nous en sommes tous responsables. Et si nous avons essayé, un temps soit peu, de faire bouger les lignes, c'est vraiment se montrer responsable pour ce pays. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, nous avons été impliqués au niveau du ministère du Budget, à l'embellissement de la ville, à la sauvegarde de l'environnement. Nous avons de tout temps été aux côtés de l'administration publique pour faire en sorte que l'environnement soit préservé et que nos jeunes, les nouvelles générations, aient un héritage vraiment conséquent. Et c'est en ce sens que nous avons tout simplement fait en sorte que nous avons pu, par rapport à cette mesure fiscale qui rapporterait 1 milliard de francs, dans l'hypothèse basse, c'est-à-dire que nous avons évité, parce qu'aujourd'hui les productions d'eau minérale à Djibouti locale est de 400 millions de litres. Vous imaginez un peu ce que nous avons pu faire en essayant d'introduire cette mesure fiscale, c'est vraiment une avancée. Et je ne pense pas qu'il y aura une inflation par rapport à cela et qu'il y aura, parce qu'il y a des règles de conduite par rapport aux consommateurs et ces règles, normalement, seront préservées par le ministère du Commerce. La deuxième question, elle portait sur les perspectives d'avenir. Vous l'avez vu, honorable député Abdurrahman, dans ce nouveau budget, il y a à la fois de nouvelles mesures qui rapportent 6 milliards, mais également nous avons au niveau de la dépense, nous avons effectué des ponctions dans les chapitres des investissements et du matériel, de 6 milliards également, ce qui fait que nous ne sommes pas toujours à la recherche, à chaque fois, de faire en sorte de démultiplier les impôts, mais plutôt de penser toujours à notre objectif majeur, celui à la fois d'optimiser les recettes, mais également de rationaliser les dépenses. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que les perspectives d'avenir seront meilleures. Le ministre de la Santé, Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement a-t-il autorisé une expérience aussi sensible que la libération de moustiques génétiquement modifiés? Quelles garanties avez-vous prises pour protéger la santé publique et assurer la transparence de ce projet? Nous avons d'abord les moustiques anopheles qui, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, nous avions les Anopheles gambiensis et nous avons actuellement une autre espèce qui est venue de l'Asie, surtout de la Thaïlande, qui s'appelle l'Anophele stevensis. Il y a donc une première souche qui s'appelle les Anophèles, qui transmettent le paludisme. Maintenant, deuxièmement, il y a un autre type de moustique qui s'appelle le Culex. Le Culex est un moustique qui ne transmet pas de paludisme. Il pique, il ne transmet pas de paludisme. Et il y a un troisième type de moustique qu'on appelle les Aïdes. Les Aïdes qui transmettent la dengue et le chikungunya et la fièvre jaune. Depuis janvier 2021, nous utilisons un autre type de test que nous sommes le seul pays à utiliser au niveau de la Corne d'Afrique. Nous utilisons également au niveau de la pulvérisation intradomiciliaire et au niveau de moustiquaires un autre produit biologique biodégradable qui s'appelle Vectran, et qui est un produit qui n'est pas nocif et qu'on utilise donc pour lutter contre le paludisme. Donc nous faisons beaucoup de choses, il ne faut pas faire de la désinformation, nous utilisons beaucoup de choses et nous avançons sur la lutte contre le paludisme. Toujours dans les questions-réponses, lors de cette troisième séance publique de la deuxième session ordinaire, eh bien, les parlementaires aussi, dans l'exercice de leurs fonctions et de contrôle de l'action gouvernementale d'évaluation des politiques publiques, ont interrogé les membres du gouvernement sur des projets de loi inscrits à l'ordre du jour. En réponse aux questions soulevées par les parlementaires au cours de la séance publique, les membres du gouvernement sont intervenus pour apporter des éclaircissements. Écoutons-les. Dans le cadre de la politique d'urbanisation du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh,
pour la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, la Banque islamique de développement BID a accepté la requête du gouvernement en mobilisant un financement additionnel pour la mise en œuvre du projet d'amélioration de bidonville et de développement urbain intégré à Boul'Ous, en l'occurrence Jagaboulor et à Jebel. Pour les résidents détenteurs des titres fonciers, le cas échéant à caractère définitif, existait-il des modalités de retour à leur habitation à Jagaboulor ou à Jebel une fois les chantiers de rénovation terminés? Ma deuxième question, Madame la Ministre, avez-vous prévu des dispositions pour prendre en charge dans le cadre de ce projet pour le ménage victime d'incendies ou de catastrophes naturelles? Par conséquent, les chefs-lieux des régions sont toujours en reste, mesdames et messieurs les ministres. Donc, ma question, monsieur le ministre, quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement envisage-t-il pour encourager et soutenir la participation des villes chefs-lieux des régions afin que, au programme Zéro Bidonville, afin d'assurer une approche cohérente et efficace dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie dans les chefs-lieux des régions du pays? Pour répondre aux questions posées par les deux honorables, M. Abdo d'abord, pour les détenteurs de titres fonciers, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises si ces titres fonciers donc, sont touchés par les opérations de restructuration? Oui, bien sûr, parce que quand un titre foncier est touché par un recul de façade ou un délogement total, il y a des dispositions qui sont prévues d'indemnisation à la hauteur du bien, donc de la partie impactée de son bien. Donc ça, c'est bien pris en compte. Les victimes d'incendie, comme vous le savez, il y a un programme de reconstruction des logements donc, qui ont fait l'objet d'un incendie, et ça, c'est depuis quand même une quinzaine d'années que cette politique existe. Donc je crois que vous faites référence à ce qui s'est passé ce week-end à Jebel, et donc les familles qui ont été impactées vont être prises en compte comme ça a été le cas pour ceux qui les ont précédés. Pour le député Kamil, dans les régions, nous venons de finaliser les plans de restructuration des régions, donc pour les chefs-lieux de ville, les villes chefs-lieux de région. Et à partir de là, donc, nous avons aujourd'hui les estimations pour le coût de ces travaux et nous allons mobiliser les fonds nécessaires. Mais un préalable était que déjà on fasse ces plans de restructuration, ce qui est fait. Eh bien, à cette occasion, le Premier ministre, M. Abdelrahman Al-Mohamed, a pris la parole pour répondre aux préoccupations des parlementaires. Il a souligné l'importance d'une synergie renforcée entre les pouvoirs législatifs et exécutifs afin de répondre efficacement aux attentes des citoyens. Écoutons-le. D'abord, je voudrais rendre un hommage appuyé aux députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, même si les débats quelquefois sont un peu houleux, ça fait partie de la démocratie et c'est normal qu'il y ait des débats dans une démocratie. Et ce que je voudrais ici, pour dire que nous devons continuer à travailler ensemble pour faire émerger notre pays. Il faut débattre, mais c'est votre travail de poser les questions, d'aller jusqu'au bout de vos questions, et c'est de notre devoir de répondre à vos attentes. Et quand on répond à vos attentes, on répond aussi à la population djiboutienne à travers vous. Et pour terminer, je voudrais souhaiter une bonne année 2025 à vous et à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Eh bien, toujours à l'approche de la nouvelle année, M. Dileta Mohamed Dileta a exprimé ses vœux les plus chaleureux à son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République, et à Mme Khadra Mohamed Haïd, première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ainsi qu'au peuple djiboutien tout entier. Écoutons-le. Je souhaite souligner très franchement l'esprit des partenariats renforcés qui existent entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, de dire la satisfaction quotidienne que l'institution parlementaire éprouve dans la conduite de ses prérogatives. Je profite de l'opportunité d'évoquer cet élan de coopération et de bonnes ententes
entre le gouvernement et le Parlement pour exprimer en votre nom, à tous et en mon nom propre, le meilleur vœu de nouvel an à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Hed, ainsi que peuple de la République Djibouti. Mes meilleurs vœux aussi à son Excellence Monsieur le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, à l'ensemble des parlementaires et ses ministres. Je formule de même mes fraternelles félicitations et j'espère que cette nouvelle année soit porteuse de santé, de succès et de prospérité. Sur ce, la troisième séance est close. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi M. Abdelkader Mohamed Nour, ministre somalien de la Défense, accompagné de son homologue djiboutien Hassan Omar, ont effectué une visite officielle au centre d'instruction Cher Moussa de la gendarmerie nationale en présence de plusieurs personnalités de haut rang. Ferdous Hussein. Le 29 décembre, M. Abdelkader Mohamed, ministre somalien de la Défense, accompagné de son homologue djiboutien Hassan Omar, ont effectué la gendarmerie nationale en présence de plusieurs personnalités de haut rang. Cette visite marquée par des échanges fructueux a été l'occasion de renforcer les relations bilatérales en matière de coopération sécuritaire et de formation des forces de défense de sécurité. Était présent lors de cette visite M. Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ainsi que de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie. Après les honneurs, la visite a débuté par un accueil officiel au salon d'honneur au centre de conférence où M. Abdelkader Mohamed a été reçu. Après un mot de bienvenue, une présentation détaillée sur la gendarmerie nationale a été faite à l'amphithéâtre, mettant en lumière l'organisation, les missions, les diverses formations dispensées au sein du centre d'instruction. Le ministre somalien de la Défense a ensuite effectué une visite des installations de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, un pôle d'excellence de formation de référence dans le domaine de la police judiciaire. Il a également salué la qualité des infrastructures, des équipements et l'importance des formations dispensées aux forces de sécurité nationale et des pays amis, en particulier dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale et le renforcement des capacités en matière d'enquête judiciaire complexe. À l'issue de la visite, la cérémonie symbolique de remise de présents a eu lieu au cours de laquelle le colonel Zakaria Hassan Adan a offert des cadeaux au ministre somalien de la Défense en signe de bienvenue de reconnaissance. La visite s'est conclue par une photo du groupe marquant la fin de cet échange constructif entre les autorités djiboutiennes et somaliennes. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu ce matin une importante délégation éthiopienne conduite par le ministre des Affaires étrangères éthiopienne pour discuter des relations bilatérales et des partenariats entre les deux pays. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets importants ont été abordés, notamment la coopération économique, les questions de sécurité régionale et le développement d'infrastructures. Après cette rencontre, les deux parties se sont retrouvées lors d'une réunion élargie pour renforcer les liens bilatéraux et trouver des solutions communes aux défis régionaux. Puis après, le ministre des Affaires étrangères éthiopien a souligné que la relation entre les deux pays est très particulière.
reposant sur des fondations très solides. Il a noté que les domaines de coopération sont vastes et étendus, incluant des collaborations robustes sur les questions économiques, politiques et de sécurité. Il a confirmé que les deux leaders ont tracé une voie pour renforcer davantage cette relation. Et il a exprimé son désir de travailler avec ses homologues pour élever et renforcer encore plus cette relation. Au cours de la discussion qu'il venait d'avoir, il a mentionné qu'un large éventail de sujets avait été abordé et que, de manière fraternelle, franche et constructive, il avait pu parvenir à un consensus sur de nombreux points, illustrant la profondeur et la force de la relation entre les deux nations. Il a également anticipé une coopération plus étroite sur les questions régionales, bilatérales et multilatérales. Depuis son entrée au ministère des Affaires étrangères, il s'est dit très satisfait de constater que les diplomates éthiopiens à travers le monde coordonnent étroitement leurs actions. Il a souligné que non seulement ils sont voisins ici, mais que leurs diplomates travaillent en tandem à l'échelle mondiale, espérant que cette coopération continuera à apporter des dividendes et des résultats très positifs pour toute la région, a-t-il indiqué. De son côté, le ministre des Affaires étrangères djiboutien a exprimé sa grande joie et son honneur d'accueillir le ministre des Affaires étrangères éthiopien, sa délégation au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. Il a également remercié le ministre pour avoir choisi Djibouti pour sa première visite officielle à l'étranger après sa nomination, soulignant la signification de cette décision comme un reflet des excellentes relations entre les deux pays. Il a mentionné que les leaders, son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et son Excellence le Premier ministre, Abiy Ahmed Ali, ont placé les relations entre leurs pays sur une voie d'intégration plus rapide pour le bien-être et la prospérité de leur peuple. Il a noté que cette volonté politique se traduit par des consultations accrues visant à rapprocher les économies des deux pays. Selon lui, le commerce et les affaires ne peuvent prospérer que si les décideurs éliminent les barrières tarifaires et non tarifaires, favorisant ainsi une circulation fluide, biens et des personnes à travers la frontière. Le ministre a souligné la nécessité de moderniser constamment le corridor, les infrastructures portuaires et les capacités logistiques connexes pour rester compétitif et offrir des services de qualité à des coûts abordables. Il a reconnu en s'adressant à son frère Dr Gideon qu'il existe de nombreux défis à surmonter dans la région, notamment le terrorisme, la migration illégale, la traite des êtres humains, ainsi que le trafic des drogues et d'autres produits des contrebandes qui doivent être traités avec fermeté et résolution. Direction le sud du pays où, sous la houlette de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Hulufa Ismaël Abdo, le conseil régional d'Ali Sebia a abrité un atelier de réflexion et d'échange d'expériences sur le modèle des gestions et des détritus. Ferdous Hussein. Direction vers le sud du pays où, sous la houlette de la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Hulufa Ismaël Abdo, le conseil régional d'Ali Sebia a abrité hier un atelier de réflexion et d'échange d'expériences sur le modèle de gestion de deux tris populaires entre le président des conseils régionaux du pays. Ali Sebia a eu le privilège d'accueillir cet atelier puisque c'est la seule région de l'intérieur du pays qui a une agence de la voirie communément appelée par son cycle AVAS ou agence de la voirie d'Ali Sebia. Créée par un arrêté régional en 2007, l'AVAS est un organisme public chargé de la gestion de détritus ménagères dans la ville d'Ali Sebia, chef-lieu de la région. Celle-ci a réuni le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Bonouta, le président de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti et le président du conseil régional de Tajoura, Omar Hussein Omar, le président du conseil régional de la région Haute, Shermaki Hassan Alalé, ses pairs des instances similaires de Dikil, Ahmad Hussein Ahmed, Dobok, Mohamed Hamad Ismail et enfin Darta El Mebouh Goudadi. Notons également la participation du député Omar Ahmed Ouaïs, deuxième vice-président de l'Assemblée, sa collègue parlementaire Filsan Abdillahi Miguel, du secrétaire général de l'ANCLD Ali Roufa Adan, le représentant du ministère chargé de la décentralisation dans la région, M. Redouane Adan Aynan, et du directeur de l'AVAS, Ali Farah Jama. L'ANCD, représentant des collectivités locales djiboutiennes, vise à renforcer la gouvernance locale, tout en œuvrant pour un développement durable et inclusif en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux. L'objectif est de doter toutes les régions de l'intérieur d'une agence de voirie d'une gouvernance locale renforcée, capable de fournir des services de qualité tout en impliquant activement les communautés. À cet effet, en mobilisant les ressources nécessaires, qu'il s'agit de fonds propres, de subventions étatiques ou de redevances locales, et assurer la formation des acteurs à tous les niveaux.
Eh bien, le président du conseil régional d'Ali Sébié, Charmak Hassan Alé, s'exprime en ces termes. C'est avec une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à cet atelier consacré à la mise en place des agences régionales de voirie dans les régions de l'intérieur. Écoutons-le. Ces projets marquent un progrès majeur pour la gestion des déchets, l'embellissement de nos villes, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Dans le cadre de notre stratégie pour une gestion durable des déchets urbains, je vous invite à cet atelier d'information et d'échange sur la création des services publics chargés de la gestion de la voirie et l'embellissement de nos régions. Cet événement vient de réunir les principaux acteurs régionaux afin de co-construire une stratégie adaptée aux réalités locales, visant à doter à chaque région d'une structure performante pour une gestion des déchets. Madame la ministre, permettez-moi de vous remercier pour nous avoir conviés à cet atelier qui porte sur la voirie et surtout d'avoir mis en valeur la fêtière des associations qui est la NCLD. Ceci démontre votre appui à la décentralisation et votre désir de renforcer les régions. Encore merci. Madame la ministre, la voirie est une première compétence aux collectivités locales. Votre implication nous montre que vous voulez prendre à cœur cette problématique et nous sommes disposés à relever le défi avec vous. Comme vous le savez, le défi primordial à relever, c'est la pérennisation des moyens financiers. Le choix de le faire à l'Issabié est un bon sens. Grâce à l'initiative et l'organisation Havas, dont la paternité, je dirais, appartient à notre ancien collègue, aujourd'hui député, deuxième vice-président et consultant sur le sujet. À son tour, le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta a souligné que les actions phares à entreprendre et chères à la population sont des actions d'entretien de la santé publique. Écoutons-le. Aujourd'hui, l'atelier de réflexion et d'échange sur la création des agences de gestion de la voirie, c'est une chose très importante. Pourquoi très importante? Parce qu'on voit aujourd'hui l'image de nos régions respectives, la santé de nos régions respectives compte énormément. Une ville propre, une région propre, un chef-lieu propre augmente l'attractivité et améliore la santé publique. Donc, il y a certaines régions qui sont en avance par rapport à d'autres. Il y a certaines régions qui ont développé à leur manière une stratégie. Aujourd'hui, grâce aussi à l'engagement et à la volonté politique et surtout matérialisée par la présence de la ministre et par l'appui qu'elle offre, non seulement dans ces domaines, mais dans des domaines variés dans toutes les régions. Alors, je renouvelle encore mes sincères remerciements à la ministre. Eh bien, voici les propos du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. La principale ministre à croire à ce que les conseils régionaux soient autonomes. Avant, ce qu'on a créé nous a beaucoup soulagés. Et vous, monsieur le président des conseils régionaux, quand on était collègues, vous saviez les problèmes qu'on avait à gérer les déchets à l'ICD. On a essayé de prendre les taureaux par les cornes et on a essayé de créer quelque chose qui aujourd'hui on commence à croire. Et Madame la ministre, elle attend de nous un agenda. Elle va nous appuyer. Elle a le fonds pour le départ. À la fin de l'atelier, on doit savoir dans 2-3 mois que toutes les décisions, tous les points qu'on va incliner aujourd'hui ici, décider ici, doivent être tenus après, Inch'Allah. Eh bien, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdo, a pour sa part indiqué et remercié les autorités régionales pour leur accueil et leur collaboration sincère avec son département ministériel. Comme l'a rappelé le préfet, ce n'est pas la première collaboration, c'est une parmi les collaborations et les partenariats que nous entretenons pour justement développer les régions. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités
est à portée nationale et ne doit pas justement se consigner sur des actions ciblées sur la capitale. Tout l'objectif est là. Donc nous avons fait un focus depuis maintenant quelques années pour développer nos régions, pour croire également que ce développement peut être réel et peut concurrencer la capitale. Parce que les opportunités qui existent dans nos régions, on les a moins dans la capitale. La capitale est devenue saturée, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et très sincèrement, j'y crois vraiment. Et c'est parce que j'y crois vraiment qu'il fallait un début. Et le début, c'est la propreté. Quand on vient dans un chef-lieu, quand on vient dans une ville, la première chose qu'un touriste observe, c'est la propreté de la ville. Je vous dis très sincèrement, j'ai découvert Havas l'année dernière et j'étais très, très agréablement surprise de voir non seulement la valeur juridique qu'a Havas par rapport à également toutes les opportunités qu'elle pourrait avoir pour être soutenue budgétairement parlant, parce que pour avoir un budget, il faut d'abord une institution. Et pour avoir une institution, il faut une base juridique. Et donc, permettez-moi de féliciter et d'applaudir l'existence de Havas, à sa tête son directeur, dont la paternité également revient au vice-président de l'Assemblée nationale, qui, quand il a été président, a vraiment cru en cette institution et aujourd'hui est la preuve que c'est le début qu'il fallait faire, c'est la première pierre qu'il fallait mettre pour que nous puissions continuer dans cette voie. Je remercie la collaboration également de votre association, à la tête le président, pour nous avoir facilité justement cet atelier de réflexion et d'échange sur la création des agences de gestion des voiries des régions. Du sud, on passe vers le nord du pays, où dans le cadre du festival plutôt culturel de Tadjoura, un événement annuel grande envergure qui met en valeur la richesse culturelle de la région. À l'issue de clôture de conférence débat, une délégation officielle dirigée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiboum Assoué, a effectué une visite au tout nouveau site touristique flambant neuf situé à l'entrée du village de Randa. Ce site, qui représente un atout majeur pour le développement touristique de la région, a mis en lumière l'authenticité, la beauté des paysages locaux. Rappelons que ce site touristique, un véritable joyau naturel et culturel, est conçu pour offrir aux visiteurs une expérience unique en leur permettant de découvrir la beauté des environs. Il vise à renforcer l'attractivité de la région Tadjoura tout en soutenant les initiatives locales de développement durable. La ministre, accompagnée des membres de la délégation, a exprimé sa satisfaction face à ce projet qui contribue à des opportunités économiques aux habitants de la région. Le festival culturel Tadjoura était un événement annuel qui célèbre la richesse culturelle des traditions de l'histoire de la région de Tadjoura. Depuis sa création, le festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés culturels et de patrimoine. Aussi des salles de réunion. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens autour de nous et tout, et qui sont heureux aujourd'hui. Écoutez, nous avons une cascade, une grande cascade et tout. Il y a une chute d'eau qui coule. Donc c'est vraiment magnifique, surtout la journée et tout. Et derrière aussi, nous avons des animaux, des singes, des vaches et tout. Beaucoup de choses en tout cas, des chèvres et tout. Donc n'hésitez pas à venir et tout. Inch'Allah, on vous attend à l'Iranda. Eh bien, cette deuxième édition du festival culturel qui a eu lieu à Tadjoura du 26 au 28 s'est clôturée samedi soir par une soirée musicale sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le festival culturel de l'édition 2024, qui est organisé par l'association Tekem Tarago, est clôturé en beauté. Placé sous le thème « La fraternité des peuples et la diversité culturelle », la soirée de clôture s'est déroulée en présence du ministre des Cultures et des Sports de la région Afar d'Éthiopie, Ahmed Ibrahim, sa délégation, du préfet Tadjoura, Mohamed Abbas, du président du conseil régional, Omar Hussein. Les artistes présents ont illuminé la soirée avec des chants culturels relatant la préservation de la culture. La soirée festive de la culture est accueillie avec joie par le grand public venu nombreux. Je vous laisse découvrir.
Puis, toujours dans l'actualité culturelle, autre moment fort de la soirée, c'est les festivaliers qui ont suivi le déroulement du tirage au sort en présence d'un huissier de la grande tombola, au cours de laquelle le premier prix a été attribué à la jeune universitaire Moumina qui a tiré le ticket gagnant et remporte une belle voiture de marque Suzuki, offerte par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Durant 3 jours, les programmes festivals de Tadjoura étaient riches et diversité culturelle telles que la conférence débat sur la vente des produits artisanaux, des danses folkloriques, animation musicale. Au terme de cette soirée mémorable, le directeur du festival, Abaïzid Ahmed Ali, a remercié l'ensemble des festivaliers, les sponsors et les partenaires, mais également les techniciens de la régie, notamment l'équipe Zoo Culture du Congo-Brazzaville qui a assuré la sonorisation et de la lumière du grand public qui a été au rendez-vous. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère du Commerce en collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique qui a tenu ce matin un atelier de validation du supplément vert de la stratégie nationale et la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine au Sheraton Hotel. Cet événement qui a été présidé par le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ali Daoud, en présence des représentants de la Commission africaine de l'économie et de la société civile et du secteur privé, tous unis pour un objectif commun, promouvoir un développement durable et inclusif dans le cadre des opportunités offertes par la ZLECLAF. L'atelier a permis des discussions sur les enjeux environnementaux, de la nécessité d'intégrer des pratiques durables et de la mise en œuvre des politiques économiques. Au cours de cet atelier, les participants vont examiner le supplément vert qui vise à garantir les initiatives liées à la ZLECAf, s'alignant sur l'objectif de développement durable et contribuer à la préservation des ressources naturelles. Cet atelier marque une étape significative dans l'engagement de Djibouti envers une croissance économique qui respecte l'environnement. Nous exprimons notre profonde gratitude à Monsieur le Secrétaire général, qui honore cette rencontre de sa présence et témoigne de l'importance que Djibouti accorde à une croissance durable et inclusive. En 2022, grâce au soutien de l'Union européenne, la CEA a accompagné Djibouti dans l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Aujourd'hui, nous faisons un pas supplémentaire. Ce pas de plus est de procéder à l'intégration d'un supplément vert. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une autre menace majeure plane sur nos ambitions de développement, le changement climatique. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ali Daoud, a indiqué que son ministère s'est engagé dans la promotion d'un commerce inclusif et durable. En septembre 2024, nous avons eu l'honneur de présider un atelier de présentation d'un méga-projet sur la promotion touristique en République de Djibouti. Ce projet, porté par un groupe international, vise à aménager et embellir des sites touristiques emblématiques tels que les îles Moucha et Mascali, tout en mettant l'accent sur la préservation de notre écosystème marin. Par ailleurs, en mai 2023, notre département a également organisé un atelier de formation sur le commerce électronique à l'intention de nos artisans locaux. Cette initiative vise à adapter notre cadre réglementaire au monde numérique afin de mieux protéger les intérêts de nos consommateurs et de permettre à nos concitoyens de saisir les opportunités offertes par le commerce en ligne. Aujourd'hui, en intégrant le supplément vert à notre stratégie, nous souhaitons tout d'abord réaffirmer notre engagement envers une croissance économique respectueuse de l'environnement. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où dans le cadre du renforcement continu des formations au personnel de la garde-côte djiboutienne, rappelons que c'est un volet important du développement de l'institution, le colonel Ouass Omar Bourré a inspecté le centre de formation des bases de la garde-côte djiboutienne établi à Mariama. Ferdous Hussein. Dans les cadres du renforcement
de formation au personnel de la garde-côte djiboutienne, qui est un volet important du développement de l'institution. Le colonel Ouaïs Omar Bokhori a inspecté le centre de formation des bases de la garde-côte djiboutienne établi à Mariama. L'objectif des centres de formation est de maintenir, de renforcer et d'améliorer les aptitudes et les connaissances des troupes de la garde-côte djiboutienne dans les domaines vitaux pour l'exercice de leur mission et de leur service à la nation. Accompagné d'une importante délégation, le colonel Ouaïs Omar Bokhori a inspecté aux côtés du commandement d'unité du centre de formation l'état général de l'évolution de l'instruction et assisté à la démonstration pratique où les agents de la garde-côte djiboutienne ont exposé leurs acquis et leurs connaissances. Cette visite s'inscrit dans une démarche de suivi des activités de formation opérationnelle et revêt une importance particulière car elle marque une étape clé dans l'évaluation et le soutien des efforts de préparation des personnels engagés dans des missions critiques. Elle a permis de mettre en lumière la rigueur, la discipline et l'engagement de stagiaires ainsi que l'efficacité du programme de formation. Le point marquant de la visite était de rencontrer et d'échanger avec les équipes. Le commandant de la garde-côte a tenu à des discussions enrichissantes avec le stagiaire, le formateur et le personnel de soutien, valorisant leur dévouement et leur professionnalisme. Ainsi, suivi d'une observation d'exercices pratiques, une démonstration des compétences acquises a été réalisée, illustrant des progrès remarquables réalisés par le participant et leur capacité à répondre aux exigences du terrain. Suivi aussi des évaluations des infrastructures. Le commandant de la garde-côte a inspecté les équipements et les installations utilisées pour garantir un environnement optimal à la formation. Lors de son intervention, le commandant de la garde-côte a tenu à saluer les engagements des participants et la qualité des enseignements dispensés. Il a souligné l'importance de cette formation pour renforcer les compétences techniques et opérationnelles nécessaires à l'accomplissement de missions confiées à l'unité. Le commandant de la garde-côte a réaffirmé son soutien aux efforts consentis par l'ensemble du personnel et a encouragé le stagiaire à poursuivre avec détermination leur parcours de formation. Direction le Proche-Orient, où je vous le disais dans le titre, à Gaza, Israël a attaqué 2 hôpitaux, au moins 7 morts parmi les victimes. Ferdous Hussein. Israël attaque 2 hôpitaux. L'hôpital baptisé Al-Ahli Gaza, l'armée israélienne a bombardé l'hôpital Al-Wafa dans la partie ouest de la zone. Des témoignages sur place confirment l'attaque d'un des étages de l'hôpital. Les premières informations font état de 7 morts. Des témoins ont indiqué qu'un tir d'obus a ciblé le dernier étage de l'hôpital. Cet hôpital est le dernier établissement médical en activité dans le nord de Gaza. L'hôpital Kamal Adwan est hors service au raid de bombardement de l'armée israélienne qui a détruit particulièrement et brûlé l'hôpital Kamal Adwan. L'armée israélienne a pris d'assaut l'hôpital Kamal Adwan, l'a incendié et l'a complètement mis hors service. Plus de 350 personnes présentes à l'hôpital, dont son directeur, 180 membres du personnel médical, 75 patients et leurs accompagnateurs ont été arrêtés et emmenés dans un lieu inconnu. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.